Alors bonjour, bienvenue à ce 7e cours de littérature des 17e et 18e siècles consacré au théâtre classique, deuxième partie, suite et fin. Je réalise que je suis celui qui se tient entre vous et la relâche, et j'en suis bien conscient. Et du coup, j'ai fait des aménagements à ce cours. Je devais vous présenter une série d'extraits de pièces de Racine. J'avais apporté avec moi ma grosse brique, vous voyez, comme ça pour vous lire quelques extraits et commenter. Mais je comprends que ce n'est pas nécessairement pertinent aujourd'hui dans ce contexte précis et que je peux très bien vous faire parvenir par courriel ou par Moodle les extraits en question. Alors, on va aller à l'essentiel aujourd'hui. On ne va pas s'enfâcher dans les fleurs du tapis, comme on dit, et on va laisser faire le commentaire de chacune des pièces dans le détail. On va juste se rappeler l'anecdote essentielle et aller au plus important, en fin de compte. Alors, je commence par vous inviter à prendre place. Choisissez-vous une chaise alors que je prépare la présentation qui sera celle d'aujourd'hui. Alors, voici. Vous aurez reconnu, pour ceux qui ont déjà visité Paris, peut-être, le Palais du Luxembourg. C'est dans les jardins du Luxembourg, bien sûr. C'est à côté du boulevard Saint-Michel. C'est proche du Panthéon. C'est proche de la Sorbonne, pour ceux qui connaissent le quartier latin un petit peu. Et c'est un endroit où j'aimais bien, moi, aller me reposer après des cours ou avant les cours ou n'importe quand. C'est un lieu magnifique. Si vous avez l'occasion de vous promener dans les jardins, là, vous allez voir des statues de toutes sortes, des grandes figures de l'histoire française. Et c'est un lieu chargé d'histoire. Et pourquoi est-ce que j'ai retenu ça comme fond? Ben, parce que j'essaie de vous montrer un peu les différents palais de l'époque et vous montrer à quoi ça ressemble l'architecture du 7e siècle, l'architecture classique. Alors, vous avez ici une illustration de cette architecture, même s'il y a encore, il y a encore des traits baroques aussi qui s'y mêlent. C'est vrai pour la plupart des palais que je vous ai représentés. Et on va se promener à l'intérieur un petit peu et on verra aussi de nuit à quoi ça peut ressembler. C'est le siège du Sénat français. Aujourd'hui, si vous allez en France et que vous voulez, je ne sais pas moi, vous intéresser à la chose politique, c'est là que ça se passe, les affaires du Sénat. Et c'est de l'autre côté qu'on y entre. Et l'autre côté de la façade est totalement différente. Je pense que j'ai une image qui la présente, là. Mais c'est ce qu'on voit le plus souvent quand il est question de politique française. L'image qu'on voit au bulletin de nouvelles, c'est le Sénat français parce que beaucoup de choses s'y décident. Alors, voilà, vous êtes renseigné sur la géographie des lieux. On peut enchaîner avec le sommaire du cours. Le théâtre classique 2, je n'ai pas cherché longtemps mon titre. C'est pour faire suite à ce qu'on a abordé la semaine dernière et terminer avec un des auteurs les plus importants du 17e siècle, je pense, Jean Racine, dont il sera surtout question aujourd'hui. On dira quelques mots de la querelle des anciens et des modernes. Vous allez le voir, c'est le troisième point. Mais d'abord, on va parler des tragédies du grand siècle et les tragédies de Jean Racine, d'abord et avant tout. Parce qu'on a abordé Corneille. Enfin, on a survolé Corneille, on est allé très vite la semaine dernière pour parler du théâtre de Corneille et montrer comment fonctionnait le tragique chez lui. Là, on va regarder ce qu'il en est de Jean Racine, son rival qui arrive après lui et qui va très rapidement connaître un succès formidable. Jean Racine là, va devenir une superstar et on peut s'étonner quand on ne connaît pas le détail de sa biographie, de l'éclipse relative qui intervient vers la fin de sa vie. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il s'est retiré complètement du théâtre, il a cessé de produire alors qu'il lui restait encore bien des années devant lui? C'est simplement parce qu'il devient historiographe du roi. Il obtient cette charge bien rémunérée qui lui permet donc de se consacrer à une seule œuvre, l'histoire du roi, de son royaume et tout. Et à cette historiographie, il va travailler le reste de sa vie. Et malheureusement pour nous, ce travail, ce labeur extraordinaire dont on imagine qu'il aurait été vraiment un monument de littérature, peut-être le plus beau morceau jamais composé par Racine, a été perdu dans un incendie de son successeur, un certain Valincourt. C'est pas parent avec moi, OK? Ça n'a rien à voir. Donc, on a perdu le travail de toute une vie qui racontait plein d'anecdotes sur le règne de Louis XIV. C'est extrêmement malheureux et on regrette cette retraite de la dramaturgie
qui intervient un peu trop tôt dans la carrière de Racine, et aussi son choix de se réfugier chez les jansénistes. Mais on va comprendre pourquoi en progressant dans le cours. Alors, on va voir que le théâtre de Racine est un théâtre de cour. Il est très associé à la vie de cour et particulièrement à celle de la cour de Louis XIV. C'est quelqu'un qui est très apprécié du roi, qui a la faveur du roi très tôt. Il a su le charmer à travers ses pièces. Il commence en force avec des appels du pied là, pour attirer l'attention du roi. C'est quelqu'un de très habile et il a réussi son coup finalement parce qu'il est engagé, recruté comme historiographe. C'est un honneur formidable qu'il obtient là. Et c'est à ça qu'auront servi finalement ces pièces, à s'élever finalement dans les grâces du roi. Vous avez comme troisième point la querelle des anciens et des modernes, et sur un mode un peu léger, vous allez voir, je me suis permis des petites plaisanteries. On va passer en revue cet épisode important qui a été plus houleux qu'on peut le croire. Là. La querelle, on s'imagine qu'effectivement, il y a eu foire d'empoigne, mais ça a été étonnamment viril comme débat, et on verra pourquoi. Je l'ai évoqué souvent depuis le début du cours. Là, on va voir dans le détail en quoi ça consiste. Alors, on va pouvoir commencer à aborder notre sujet d'emblée. Alors, le tragique de Corneille. On pourrait dire qu'il est en quelque sorte ascensionnel. On a ici un héros qui est convié à défier le malheur, à défier la mort, mais qui le fait de façon courageuse, qui n'est pas écrasé par son destin, qui est invité au contraire à gravir les cimes de l'héroïsme, et il le fait de manière conquérante, exaltante. Et il y a quelque chose d'enivrant dans tout ça, il y a quelque chose d'excitant dans cette représentation qui, même si elle est tragique, même si ça conduit à des choix douloureux, à des morts, et il y en a des morts chez Corneille à la poignée, il reste qu'il y a toujours quelque chose d'exaltant dans tout ça, il y a toujours quelque chose de positif en fin de compte. Alors, ça a beau être tragique, avec des réserves, parce qu'on sait qu'il a composé aussi des tragicomédies. On sait que, par exemple, le Cid finit pas si mal que ça. On comprend que Chimène, qui au départ pensait ne plus jamais pouvoir s'abandonner à son amour pour le Cid, on comprend qu'elle va pouvoir le retrouver en fin de compte, parce qu'il y a occasion de réconciliation qui est proposée par le roi. Alors, ça ne finit pas si mal, en fin de compte, chez Corneille. Et même chez Horace, dans la pièce Horace, il y a un frère Horace qui survit, et même si son père le renie, c'est quand même pas si tragique que ça. Il a remporté la bataille, il a réussi à terrasser l'ennemi et à sauver la République. Donc, il y a toujours des aspects triomphants qui font que même si c'est tragique, même si ça va mal, ça ne va pas si mal que ça. Alors que chez Racine, ça va très mal. Et c'est un autre tragique, en fait. C'est un tragique de la chute. C'est pour ça que j'ai mis une flèche vers le haut pour Corneille et une flèche vers le bas pour Racine. Vous aurez compris, c'est assez évident. C'est l'idée que si les hommes contribuent pour une bonne part à leur malheur, les dieux, en fait, vont leur prêter main forte, une assistance funeste, et tout est perdu d'avance, tout est déterminé par une fatalité accablante, omniprésente. Les dés sont pipés. On a beau lutter pour essayer d'échapper à son destin, on n'y arrive jamais en fin de compte. Et c'est un théâtre qui est beaucoup moins porté sur l'action. C'est un théâtre qui est porté sur la psychologie et sur le drame d'être confronté donc à tant d'absurdités, à cette impuissance aussi à laquelle on est réduit par les dieux, par le fait des choix qu'ils ont fait pour nous. Et ce n'est pas sans rapport avec le cheminement personnel de l'auteur, c'est-à-dire que cette vision du monde, on va voir qu'elle est teintée de jansénisme. Et ce n'est pas un hasard parce que Jean Racine a fréquenté les jansénistes. On va voir dans quelles circonstances ça.
Alors, on commence par opposer ces deux génies, ces deux grands rivaux qui ont eu une carrière qui s'est chevauchée brièvement. Jean Racine est le jeune premier qui vient éclipser progressivement Corneille, mais quand Jean Racine commence, Corneille est un géant, est un monument, là, et va le demeurer néanmoins, mais la faveur populaire va finir par donner la palme à Racine et considérer qu'il est supérieur, effectivement, en génie à Corneille. Entre les deux, mon cœur balance. J'aime beaucoup, moi, cet héroïsme conquérant de chez Corneille. J'aime beaucoup son écriture, mais j'apprécie également la simplicité, l'élégance sublime de Racine. Il y a quelque chose d'absolument brillantissime dans cette œuvre. Imaginez, on a fait le décompte du vocabulaire employé par Jean Racine. Parce que si quelqu'un comme William Shakespeare, par exemple, utilise 25 000 mots différents dans ses pièces au total, et ça montre la complexité de l'œuvre et le caractère baroque de l'expression, eh bien, Jean Racine, un classique, lui, au total, utilise quelque chose comme 1800 mots. Ce sont toujours les mêmes mots, amour, passion, courroux, haine, gloire, toujours les mêmes mots qui reviennent. Et cette œuvre si vaste, finalement, se résume à peu de mots, en fin de compte. Et c'est le génie du classicisme d'avoir pu exprimer autant d'histoires différentes, autant de passions contrastées à travers si peu de lexique. Alors, il y en aura pour dire que c'est une pauvreté et c'est le fait que la langue française n'est pas aussi riche que la langue anglaise. Non, elle était aussi capable de varier le lexique. C'est un choix délibéré de clarté, de pureté, de simplicité que fait Racine. Et pour le plus grand bonheur du public, qui a pu suivre et recevoir ces pièces éminemment intelligibles. On ne s'y perd pas, c'est d'une clarté limpide, on comprend très bien ce qui se passe, ce qui n'est pas toujours le cas chez Shakespeare. Sans vouloir opposer les deux dans un esprit chauvin, même si j'adore Shakespeare, j'ai une affection particulière aussi pour Racine. Alors, on en vient donc à Jean Racine, qui conduit la tragédie classique à son plus haut degré d'achèvement. C'est donc la nouvelle étoile montante qui s'installe rapidement dès ses premières pièces. Il va connaître un succès fou. Mais d'où il vient, ce Jean Racine? D'où il est sorti? Bien, il faut savoir qu'il est issu d'une famille de petits notables et que très rapidement, il devient orphelin. Il perd et son père et sa mère. Et personne autour de lui, dans sa famille, ne veut prendre en charge son éducation. Donc, on va faire comme on fait souvent à l'époque, on va le confier au solitaire de Port-Royal. Alors, on va lui donner une éducation religieuse, imaginez-vous donc, à Port-Royal des Champs, cette fameuse abbaye dont je vous ai parlé déjà quand il a été question du jansénisme, qui finit par être rayée de la carte par Louis XIV, qui l'a fait démolir parce qu'il craint trop son influence. Eh bien, c'est là qu'il va faire ses classes, c'est là qu'il va être éduqué. Et au départ, on le destine à une carrière ecclésiastique. Et ça tombe sous le sens, on est très religieux là-bas et on pense que la plus belle vie, c'est celle qui finalement se range au modèle ecclésiastique. Mais lui est aussi très intéressé par la chose littéraire. Il reçoit là-bas une solide éducation littéraire en même temps que religieuse. Et à choisir entre les deux, il préfère encore la carrière littéraire. Donc, il échappe à ce destin de curé qu'on lui réservait en quelque sorte. Et il va choisir de se consacrer tout entier à la littérature et particulièrement au théâtre. Alors, il écrit aussi de la poésie, mais il préfère le théâtre et commence assez tôt sa carrière en faisant jouer la pièce La Thébaïde ou Les Frères ennemis. Alors, si vous avez suivi le cours de théâtre antique et son héritage moderne, vous avez entendu parler de cette pièce. Il y en était question quand on parlait du mythe d'Oedipe et des continuations, des pièces qui s'est inspirées de cette matière antique. Eh bien, c'est l'histoire d'Éthéocle et Polynice, les fils d'Oedipe, qui vont entrer en guerre l'un contre l'autre, défiant le souhait de leur père qui avait voulu leur accorder en alternance le pouvoir. Alors, normalement, il devait régner tour à tour
Quand un finissait son mandat, l'autre le remplaçait. Mais c'est Étéocle qui détient les règnes du pouvoir et il refuse de les céder à Polynice. Alors, ça va entraîner une lutte fratricide qui va mener, hélas, je ne veux pas cacher le punch, à la mort des deux frères. Tout va tourner de travers, comme souvent chez Racine, et personne ne survit, ou presque. Alors, c'est une pièce éminemment tragique, mais c'est une pièce de débutant qui n'est pas sans défaut, et Racine en était conscient, et Racine va se justifier, s'excuser souvent par la suite. Mais qui contribue d'emblée à l'établir et à lui donner une certaine crédibilité parce que c'est quand même assez bien écrit, assez efficace dans sa représentation de ce mythe d'Oedipe. Alors, au lieu de vous faire parvenir, ou en fait de vous partager un long extrait. J'essaie de réduire au plus court l'extrait à chaque fois. Vous allez voir que pour chacune des pièces, j'ai essayé de trouver une citation pertinente, réduite à sa plus simple expression. Vous apprécierez, j'espère, mon souci de faire court. Et ici, on a Polynice qui dit « Est-ce au peuple, madame, à se choisir un maître? Sitôt qu'il est un roi, doit-on cesser de l'être? » Parce que Polynice n'a pas la faveur populaire. Polynice n'est pas aimé. Et ça, c'est une des motivations d'Étéocle pour l'écarter du pouvoir. Étéocle a la confiance du peuple. Et il se dit, je ne peux pas céder ça à Polynice, les gens ne le suivront pas. Et là, il est en train de dire, est-ce que c'est vraiment important qu'un roi soit aimé, en fin de compte? Est-ce que les meilleurs rois sont les rois aimables? Et il défend cette idée qu'il pourrait très bien régner sans l'appui du peuple. Sitôt qu'il est un roi, le peuple, doit-on cesser de l'être? Sa haine ou son amour sont les premiers droits qui font monter au trône ou descendre les rois. Alors, on a là une expression assez caractéristique de la poésie de Racine. Remarquez à quel point le vocabulaire est simple, remarquez à quel point c'est clair et en même temps extrêmement élégant. Oui, c'est vrai qu'il ne cherche pas très loin dans l'expression, mais c'est tant mieux, c'est immédiatement intelligible et il y a quelque chose au niveau de la construction, au niveau de la structure, au niveau de la phrase, là, vraiment qui pèse et qui pose, qui est absolument formidable avec un respect scrupuleux de l'alexandrin, avec Césure et l'hémistiche. C'est d'une perfection formelle déjà assez extraordinaire. Alors, c'est le propos de cette pièce, cette lutte fratricide d'Étéocle et Polynice, et je ne vous étonnerai pas en vous disant que ça finit très mal, puisqu'il s'agit d'une tragédie. La prochaine pièce qui sera produite par Racine, et on suit la chronologie, parce que 1664, c'était la Thébaïde. L'année suivante, fier de son succès quand même assez important et considérable avec la Thébaïde, il s'essaie à nouveau avec Alexandre le Grand. Et là, c'est encore davantage un appel du pied pour attirer l'attention de Louis XIV. Et même dans sa préface, il interpelle le roi directement là, en faisant un parallèle. Bon, vous êtes un roi, vous êtes vous-même un grand conquérant, et à n'en point douter, vous êtes sans doute supérieur à Alexandre le Grand lui-même. Mais on peut tirer des leçons de la vie d'Alexandre le Grand et sans vouloir faire la morale au roi, il fait des parallèles finalement entre les deux règnes et bien sûr pour flatter l'orgueil du roi. Ça va marcher, ça va marcher assez bien. Le roi est éminemment flattable. On peut le cajoler comme ça et gagner son affection. Il aime bien qu'on le loue. Il est orgueilleux. Et Racine a très bien compris comment gagner ses faveurs. Alors, Alexandre le Grand est une pièce qui lui sert de carte de visite ou de porte d'entrée, je ne sais pas, dans l'univers de la cour plutôt. Et c'est son premier succès, son premier grand succès, parce que là, c'est vraiment un triomphe qui va lui valoir donc le soutien du roi Louis XIV tout au long de sa vie par la suite, mais qui va occasionner une brouille avec Molière. Ces deux-là étaient des amis avant Alexandre le Grand, mais Racine va avoir la mauvaise idée, ou la bonne, ça dépend comment vous voyez ça, de confier la pièce à deux troupes de théâtre. Celle de Molière, comme il était entendu, Molière avait sa troupe et montait des pièces et des tragédies. Ce n'était pas juste des comédies. Il écrivait des comédies, mais il aimait bien jouer des tragédies.
Il aurait voulu être tragédien lui-même, mais il fait le choix de la confier, cette pièce, aussi au Théâtre de Bourgogne en même temps. Alors, le Théâtre de Bourgogne, c'est les rivaux de Molière et de sa troupe. Et Molière est absolument catastrophé devant ce qu'il perçoit comme une trahison. Et ça va être le début d'une brouille avec Molière, donc pour cette raison, qu'il a trahi un petit peu la confiance de son ami en voulant à tout prix faire jouer sa pièce le plus possible. Lui était soucieux de visibilité, de se rendre populaire, mais au sacrifice de son amitié pour Molière. Alors, dans plein de films biographiques, on voit souvent représenter cette querelle entre Molière et Racine, cette rivalité aussi, faite de jalousie aussi pour le succès qu'il rencontre, un succès qui n'est pas sans critique, mais jamais des critiques aussi virulentes que celles essuyées par Molière. Molière a sur le dos vraiment toute une clique qui veut sa peau, mais littéralement, alors que Jean Racine est célébré comme vraiment un héros, même si on lui reproche certaines maladresses, jamais on fait son procès pour immoralité, jamais on met en cause ses principes, sa vertu, alors que Molière, c'est son pain quotidien. Alors, ça va cartonner ce Alexandre le Grand qui raconte, vous l'aurez deviné, l'histoire d'Alexandre le Grand, le Conquérant. Alexandre, nous dit le résumé, menace les empires de Taxile et de Porus, auxquels il a affaire de se soumettre sans combat. Il hésite car il aime une certaine Axiane. Et ça, l'amour chez Racine prend toujours le dessus sur le reste de l'intrigue, c'est-à-dire que vous avez potentiellement une tragédie qui pourrait tourner autour d'actions épiques, mais c'est jamais là que ça se joue, c'est toujours au niveau psychologique, c'est toujours au niveau de l'amour. Les intrigues amoureuses là, prennent le pas sur tout, contrairement à Corneille, où l'amour finalement était secondaire. Pensez au choix que fait Rodrigue à choisir entre son amour et son honneur, et choisit son honneur sans hésiter trop longtemps. Eh bien, chez Racine, l'amour, on le place au-dessus de tout, au-dessus de l'orgueil, de l'honneur, de toutes les vertus, de la vie même. Il y a toujours des histoires d'amour, peu importe la pièce. Alors, c'est donc un grand succès que ce Alexandre le Grand. L'autre pièce va aussi connaître un succès retentissant. C'est son premier véritable chef-d'œuvre en termes de perfection formelle. C'est une pièce qui est montée encore aujourd'hui. C'est une des pièces les plus montées de Racine, avec, je pense, Phèdre, bien sûr. Andromaque, c'est un triomphe formel, un triomphe populaire aussi. Ce succès d'importance qui raconte finalement une histoire inspirée d'Homère. On va souvent puiser ces anecdotes de ce côté. Racine est tout entier tourné vers les sources antiques. Et il raconte comment, après la prise de Troie, Andromaque, qui est la veuve d'Hector, le camp des perdants finalement, et son fils, Astyanax, fils qu'elle a eu avec Hector, vont être échus en partage au conquérant, au roi Pyrrhus, qui donc ramène comme trophée de guerre à la fois Astyanax, le fils de son ennemi, et sa femme, sa veuve, Andromaque. Alors, celui-ci, Pyrrhus, le pépin, c'est qu'il est déjà marié. Il a pour fiancé, enfin, il n'est pas marié, mais il est fiancé plutôt. Il est fiancé à Hermione, la fille de Ménélas. Et il retarde de jour en jour le mariage parce qu'il s'était pris de sa captive. Il est tombé amoureux d'Andromaque. Et là, il est partagé entre le désir donc d'honorer son engagement envers Hermione et son amour pour Andromaque, qui lui en veut à mort parce que c'est la femme enlevée par l'ennemi. Et qui, au départ, ne voit pas d'un très bon œil l'idée de se marier avec lui. Ajouter à ça toutes sortes d'intrigues, on essaie d'attenter à la vie de Pyrrhus, parce que, bien sûr, on est offensé par l'enlèvement d'Astyanax et sa mise à mort, qui est ordonnée par Pyrrhus. Même s'il y a substitution de l'enfant, si je me souviens bien, on va mettre un autre enfant et épargner la vie du véritable Astyanax, je crois, si mon souvenir est bon. Et là, on va essayer donc d'assassiner Pyrrhus. Vous voyez comment l'intrigue se noue autour de ça. Finalement, Andromaque finit par s'abandonner
à aimer Pyrrhus, et quand Oreste parvient à l'assassiner, Andromaque va vouloir se donner la mort sur son tombeau, finalement. Alors, l'amour triomphe jamais de l'adversité. L'amour est toujours voué au chagrin, au désespoir. Des amants improbables qui auraient pu se trouver finalement et qui auraient pu connaître le bonheur sont toujours séparés par un coup du destin, par une fatalité écrasante, accablante, qui fait qu'on est toujours malheureux. Oreste est malheureux aussi parce qu'il n'aura pas Andromaque dont il était amoureux. Hermione n'aura pas son mariage. Andromaque perd Pyrrhus qu'elle détestait avant de l'aimer. Alors, c'est une histoire qui fait beaucoup de malheureux. Il est intéressant de savoir que Racine n'a pas composé que des tragédies. Il s'est essayé aussi à la comédie. Et il y a une seule exception dans son œuvre, c'est Les Plaideurs, qui est produite en 1668. C'est sa seule comédie, donc. Et c'est une comédie en 3 actes et en vers. C'est quand même pas une farce là, à la Molière là, qui se permettait des fois des pièces un peu plus faciles. Il s'est donné la peine de l'écrire en alexandrin. C'est au total 885 alexandrins. C'est assez court. C'est inspiré des guêpes d'Aristophane. Alors, comme pour les autres grands dramaturges du siècle, on va chercher son inspiration chez les anciens et notamment chez les Grecs. Aristophane est une référence pour la comédie. Mais Racine va enlever toute la dimension politique, finalement, la portée politique qu'il y avait dans les guêpes d'Aristophane et lui donner un ton plus léger, moins lourd de conséquences. Et c'est assez heureux, en l'occurrence, parce que si on avait voulu se mêler de politique, c'est pas sûr que sa faveur auprès de Louis XIV serait restée intacte. Il avait tout intérêt à se contenter de louer le roi et pas se mêler de politique, même si c'était pour critiquer des gens, des adversaires de Louis XIV éventuellement, ce n'était pas une bonne idée d'en faire un enjeu de la pièce. Il l'a compris et va donc se contenter d'une anecdote plutôt banale. Ça raconte l'histoire de Dandin, un juge à moitié fou qui veut continuer à juger néanmoins, mais c'est un danger public parce qu'il n'a plus de raison, de sens commun. Et son fils, Léandre, va parvenir à l'empêcher de quitter la maison en lui donnant de quoi s'occuper. Il dit, tu veux faire des procès? Ben, je vais t'en fournir des procès. Et notamment, il va faire le procès d'un chien, de son chien, qui a mangé un coq, un chapon. Voilà, le pauvre Dandin ne se rend pas compte que la situation est absurde et va juger malgré tout. Alors, Les Plaideurs, donc, seule comédie de Racine. Qu'est-ce qu'un gentilhomme, nous dit un vers célèbre, un pilier d'antichambre. Alors, il y a des petites pointes des fois pour s'amuser et se moquer un petit peu de la cour, mais gentiment. On en voit quelques pointes comme ça. Alors, un gentilhomme, un pilier d'antichambre, c'est quoi? C'est dans la cour, il y a toujours une pièce où on va attendre avant de pouvoir, par exemple, assister au lever du roi à Versailles ou avant d'être reçu en audience par le roi dans la salle du trône. Alors, qu'est-ce que gentilhomme? C'est quelqu'un qui passe son temps, qui est tellement longtemps dans l'antichambre qu'il peut se confondre aisément avec un pilier. Alors, c'est une petite pointe bien acérée, envoyée comme ça par Racine. Alors, il avait quand même du génie, même pour l'humour, et il aurait pu très bien poursuivre dans cette veine, mais ça n'a jamais été aussi le succès des Plaideurs n'a jamais été aussi fort que celui des pièces précédentes d'Andromaque ou même d'Alexandre le Grand. Alors, il va renoncer assez rapidement à ce genre, même si sa comédie a eu un certain succès. Il revient très vite à la tragédie parce qu'il juge que ce genre est plus digne, qu'il mérite davantage de considération parce qu'il traite d'enjeux sérieux, gravissimes, qu'il a une portée morale plus importante. Suit en 1669 Britannicus,
Et si vous connaissez un peu l'anecdote, vous savez que ça raconte l'histoire de Néron. Néron qui va mettre le feu à Rome éventuellement, mais ce n'est pas ça qui est raconté ici, c'est la rivalité entre deux frères. C'est que normalement, ce n'est pas Néron qui aurait dû hériter du pouvoir, c'est Britannicus, le fils de l'empereur Claude, mais né d'Agrippine, qui a eu un autre enfant d'un autre mariage, Néron, qu'elle veut finalement faire passer devant Britannicus. Alors, c'est une guerre de pouvoir entre ces deux-là, et c'est Néron qui l'emporte. Britannicus est écarté. Et ajouter à ça que Britannicus et Néron sont amoureux l'un et l'autre de la même personne, la princesse Junie. Alors, comme chez Racine, on ne peut pas faire l'économie d'une bonne histoire d'amour et d'un triangle amoureux, idéalement, il y a bien sûr une intrigue de cette sorte. Alors, face à l'empereur et à ses mauvais instincts, parce que c'est déjà clair que Néron est un pervers, qu'il n'y a pas toute sa tête, il est déjà assez sociopathe, voire psychopathe, Junie doit faire un choix déchirant. Est-ce qu'elle va rester fidèle à Britannicus et provoquer sa mort, ou bien sauvegarder la vie de celui qu'elle aime et sacrifier son amour en cédant à Néron, parce qu'elle va faire l'objet d'une espèce de chantage. Si tu ne m'épouses pas, dit Néron, Britannicus meurt. Mais si tu m'épouses, bien sûr, elle sacrifie Britannicus, qui pourrait vivre, mais elle ne s'imagine pas vivre sans lui. Donc, elle est coincée entre deux choix déchirants. Et bien sûr, tout ça est encore une fois extrêmement malheureux. La pièce suivante dans la carrière de Racine, c'est Bérénice. Attendez, est-ce qu'on avait une citation? Oui, c'est ça. J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer. Alors, il y a quelque chose là, de machiavélique dans cette affirmation. J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer. Effectivement, il y a des enjeux politiques qui sont abordés dans cette pièce. Il faut savoir que Néron avait eu pour précepteur Sénèque. Et Sénèque avait essayé de lui insuffler un certain nombre de principes philosophiques, un sens de la vertu, mais ça a été un échec retentissant, tellement que, pour l'anecdote, je vous raconte ça comme ça, Sénèque, à la fin de sa vie, avait joint des conjurateurs pour assassiner Néron, parce qu'il le jugeait comme un danger public pour la République. Et Néron, l'apprenant, va ordonner la mort de son précepteur, va dire, OK, deux choses l'une, ou tu t'enlèves la vie, ou je te fais assassiner. Et finalement, Sénèque va décider de se suicider pour finalement répondre aux ordres de l'empereur. Ça finit très mal, cette histoire. On enchaîne avec Bérénice, donc, qui est montée en 1670, qui raconte l'histoire de cette reine de Palestine, Bérénice, qui est secrètement recherchée en mariage par Antiochus, roi de Commagène, à la même époque où Titus vient mettre le siège devant Jérusalem. Alors, c'est l'histoire de Titus qui s'amourache finalement contre toute attente de cette reine, et qu'il va ramener à Rome après avoir conquis, gagné le siège, remporté le siège. Il l'amène avec lui à Rome dans le dessein de l'épouser, mais les sénateurs romains voient d'un très mauvais œil qu'il épouse cet ennemi, finalement, de la République. Et voilà, ça passe pas comme une lettre à la poste. Alors, c'est encore une fois une histoire d'amour, un triangle amoureux avec Antiochus et Bérénice et Titus, qui laisse tout le monde désemparé, bien sûr, au terme de l'exercice. Vous êtes empereur, seigneur, et vous pleurez. Alors, encore une fois, des vers très simples. Et on s'étonne de cette simplicité-là parce qu'on a tous entendu parler avant de lire Racine de la grandeur de son théâtre, et on s'attend à quelque chose de vraiment complexe, mais non, c'est jamais complexe, c'est toujours vraiment accessible, et c'est un bonheur de lire ces pièces pour cette intelligibilité du texte là, et cette clarté, cette élégance et cet équilibre des vers qu'on retrouve partout, et notamment chez Bérénice. Vous avez ensuite Bajazet, qui est monté en 1672,
qui nous raconte l'histoire, en partant de Byzance pour aller combattre les Persans, le sultan Amurath va remettre tous les pouvoirs à sa favorite, qui est Roxane, et lui recommande de surveiller son frère à lui. Son frère à lui, c'est Bajazet, qu'il suspecte de vouloir prendre sa place. Il veut être calife à la place du calife, en quelque sorte. Voilà, en principe, ça devrait être assez simple, mais l'amour va se mêler à tout ça. Un triangle amoureux qui va virer à la tragédie, encore une fois, de manière inextricable. Toujours, c'est l'amour qui domine dans ces pièces. On a l'impression qu'il n'y a pas d'autres thèmes, il n'y a pas d'autres sujets valables aux yeux de Racine. C'est toujours ça qui l'emporte, même si au départ on a des considérations politiques ou historiques, ce sont des pièces qui sont inspirées souvent de faits historiques. Il va choisir des sources anciennes dans le théâtre grec, mais des fois des sources historiques aussi, des anecdotes historiques avérées, mais toujours pour prétexte, en fait, de manière secondaire. Ce n'est pas l'essentiel du propos. Il ne veut pas nous raconter une page d'histoire. Il veut prendre cet épisode historique comme prétexte pour raconter une histoire d'amour, en fin de compte. Vous avez ensuite cette phrase, l'amour le plus discret laisse par quelques marques échapper son secret. Encore une fois, un vers éminemment simple. Et beaucoup de formules du genre, comme chez Corneille, il y a beaucoup de vers qu'on peut extraire de Racine et qui tiennent debout tout seuls. Vous n'avez pas besoin de connaître l'anecdote, vous n'avez pas besoin de connaître l'intrigue. Vous pouvez apprécier un petit peu la pensée derrière chacun de ces vers. Il y en a plusieurs comme ça qui tiennent debout tout seuls. Vous avez ensuite Mithridate qui est produite en 1670 et qui raconte l'histoire de Mithridate, le roi de Pont, d'où vient le nom mithridatisation, le fait de s'immuniser au poison. Il est célèbre pour avoir consommé du poison à petite dose jusqu'à temps qu'il développe une immunité au poison. Alors, le nom vient de là, si vous avez déjà rencontré ce nom imprononçable de mithridatisation. Alors, il est amoureux d'une princesse, ça vous étonne, il est encore question d'amour, beaucoup plus jeune que lui, qui s'appelle Monime. Celle-ci est en retour aimée secrètement par les deux fils de Mithridate, triangle amoureux, Xipharès, dont elle est amoureuse, et Pharnacée, jaloux de l'amour de Maurine pour son frère. Pharnace va les dénoncer. Alors, ça va mener à une querelle et à une fin tragique, comme toujours, chez Racine. L'amour avidement croit tout ce qui le flatte. Alors, vous voyez comment, encore une fois, on a une maxime qu'on peut retirer de cette pièce assez facilement. Il y en a plein des comme ça. On trouve sur le web souvent des citations tirées d'une pièce ou de l'autre là, en guise de réflexion morale. L'amour avidement croit tout ce qu'il flatte, c'est que effectivement, quand on est amoureux, tout ce qui accrédite à nos yeux cet amour, on veut y croire, on veut y adhérer, on veut se donner des raisons de penser que c'est possible finalement. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut le recevoir. L'autre pièce qui vient après, c'est 1674, c'est Iphigénie. Alors, si vous avez suivi le cours de Théâtre antique et son héritage moderne, il y en a été question lorsqu'on parlait du mythe des Atrides et de ses continuations à travers le temps. Vous vous souvenez peut-être qu'Euripide avait signé une Iphigénie aussi, dont s'inspire justement Racine avec son Iphigénie à Aulis. Ça se passe sur les rivages d'Aulis, justement. Les Grecs se préparent à aller à Troie, attaquer Troie, mais les dieux leur jouent un mauvais tour. Ils refusent de laisser les vents souffler. Alors, la flotte est complètement paralysée. Ils ne peuvent pas se déplacer. Puis là, ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe, là? Je veux dire, on doit aller venger l'enlèvement d'Hélène à Troie, on doit se battre, on a une guerre à livrer et les dieux nous jouent des mauvais tours. Et bien finalement, le devin Calchas va interroger l'oracle et dire j'ai la réponse des dieux, mais vous ne l'aimerez pas. Ils exigent en fait le sacrifice d'une princesse royale. Et bien voilà, il se trouve qu'on en a une sous la main, c'est Iphigénie, la fille d'Agamemnon, le chef des troupes avec Ménélas.
Et là, Agamemnon qui aime sa fille, il n'a pas du tout envie de la sacrifier pour apaiser la colère des dieux. Mais en même temps, on lui dit, c'est ça où on ne part pas en expédition, puis on laisse l'honneur des Grecs bafoué par les Troyens. Et c'est absolument insupportable. Ajoutez à ça que Achille, et ça c'est nouveau parce que ce n'était pas chez Euripide, Achille est amoureux d'Iphigénie, et Achille est le meilleur soldat des troupes grecques. Et il voit d'un très mauvais œil l'idée qu'on sacrifie son amour aux yeux des intérêts de guerriers d'Agamemnon et du reste des Grecs. Alors, ça devenait extrêmement compliqué. Et Agamemnon est un père aimant. Il n'a pas envie du tout de sacrifier sa fille. Mais il est pris dans une espèce de dilemme où, dans cette mécanique implacable qu'on retrouve souvent dans le théâtre de Racine, il n'y a pas d'autre option à un moment donné. Mais Racine va se permettre quelque chose d'étonnant au nom de l'amour. Et quelque chose qu'on avait vu un petit peu chez Euripide, dans la mesure où, dans un des épisodes, il a écrit deux versions de l'histoire. Dans un des épisodes, Euripide avait substitué, au moment du sacrifice, à Iphigénie une biche qui avait été placée là à la place par Diane, par l'intervention de Diane, par un Deus ex machina. Alors, au lieu de sacrifier la fille d'Agamemnon, on lui substitue une biche et on enlève la vraie Iphigénie qui va aller vivre en Tauride. C'est ce qui donne le titre de la pièce, Iphigénie en Tauride. Alors, il y a Iphigénie à Aulis et Iphigénie en Tauride. Alors ça, c'est cette histoire complètement invraisemblable d'une substitution à la dernière minute sans que personne ne se rende compte de la Vierge, la princesse royale, remplacée par une biche. Alors, Racine trouve que ça n'a pas d'allure, cette histoire-là, et refuse d'embarquer là-dedans, mais il ne veut pas non plus sacrifier Iphigénie. Et il va se trouver qu'une certaine Éréphile, qui est aussi une princesse royale, finalement, on le découvre, elle va décliner son identité réelle. Tout du long, on ignore qui elle est vraiment. Et elle nous dévoile qu'elle est une princesse de sang royal, donc, et que c'est elle qui doit mourir, en fait, pour calmer et apaiser les dieux. Et c'est Éryphile qui va se sacrifier et permettre donc à Iphigénie de survivre contre toute attente. Alors, ce n'est pas aussi tragique qu'on aurait pu penser. Le sort qu'attendait Iphigénie est finalement déjoué par des circonstances un peu invraisemblables. Une autre princesse royale vierge qui se trouve être là et qui se propose pour le sacrifice, c'est quand même une sacrée aubaine. Alors voilà pour cette pièce. Il y a ce vers formidable. Hélas, il me semblait qu'une flamme si belle m'élevait au-dessus du sort d'une mortelle. C'est Iphigénie qui, très amoureuse d'Achille, se dit, ça ne se peut pas que, vivant un amour si fort, si pur, si beau, le sort me réserve une pareille fin. On ne peut pas faire ça. Un amour comme ça, ça mérite de vivre, ça mérite d'exister. Et elle cherche à comprendre la volonté des dieux, mais il n'y a rien à comprendre. Les dieux font des trucs, des fois, mais complètement absurdes. Alors, vous avez cette pièce donc, qui connaît un grand succès, même si elle est critiquée pour certains aspects, comme la plupart des pièces. Ça ne fait jamais l'unanimité tout à fait. Il y a toujours des querelles autour de ça, mais c'est une pièce quand même importante qui est encore montée aujourd'hui, à laquelle ma conjointe a consacré son mémoire de maîtrise. Alors, je l'ai fréquenté beaucoup, la pièce, à cette époque, parce que je l'aidais à réviser ses copies aussi. On s'entraidait, elle corrigeait mes travaux, je corrigeais les siens, et j'ai eu à lire et relire souvent autour du mythe d'Iphigénie et de ses différentes actualisations chez Jean Rotrou, chez Gluck aussi, dans la tragédie lyrique, etc. Alors, vous avez la pièce Phèdre de Racine, qui est son plus grand chef-d'œuvre. Je parlais d'Andromaque tout à l'heure, je parlais de pièces majeures du patrimoine dramatique du XVIIe siècle qui sont montées encore aujourd'hui, mais Phèdre est probablement la pièce de Racine qui est montée le plus souvent et qui est la plus connue. Ce n'est pas un hasard si je l'ai mis au programme, c'est un incontournable. Il faut avoir lu Phèdre, c'est je pense, vraiment un triomphe du génie de Racine, même si ce n'est pas toujours facile. C'est une pièce lourde où les passions sont déchaînées, c'est intense,
il faut avoir lu Phèdre. Et ça raconte comment, finalement, et l'anecdote tient dans ce seul vers que j'ai isolé, ça raconte comment la veuve de Thésée ose aimer Hippolyte. Alors, la veuve de Thésée, c'est parce que Thésée est parti en expédition à l'aventure et on pense qu'il est mort. Du coup, Phèdre, qui a été frappé par un mauvais sort des dieux, qui veut se venger d'Hippolyte, qui a offensé les lois de la vie, de l'amour, de la nature, en refusant son amour à Aphrodite et en refusant de lui vouer un culte. Alors, pour se venger, elle va insinuer un sentiment amoureux dans le cœur de Phèdre. Phèdre, c'est la belle-mère d'Hippolyte. Vous allez dire, what's new? C'est pas absolument inusité qu'une belle-mère puisse s'enticher de son beau-fils. Et ce n'est pas la fin du monde. Pour nous, ce n'est pas de l'inceste. Mais pour l'époque, c'est aussi grave qu'un inceste réel. C'est aussi intolérable et aussi monstrueux qu'une mère qui voudrait épouser son enfant, avoir des relations avec son enfant. C'est quelque chose d'aussi gravissime. Alors, elle se croit un peu à l'abri des regards et des reproches dans la mesure où son mari est porté disparu, voire mort. Et elle va résister à cet amour. Elle va essayer de tout faire pour ne pas tomber dans l'inceste, mais c'est plus fort qu'elle. Et va se croire, à un moment donné, autorisée d'avouer à Hippolyte, dans un échange vraiment dramatique, là, l'horreur de son crime. Elle ose aimer Hippolyte. Mais c'est bien malgré elle, c'est du fait de la fatalité, du fait des dieux, même si dans les faits, c'est quand même les humains qui paient toujours pour les pots cassés. Alors, les dieux décident de tout, mais c'est les humains qui meurent, qui souffrent. Et souffrir, Phèdre va souffrir beaucoup. C'est épouvantable la torture qu'on lui fait subir, à elle comme à Hippolyte aussi, parce que contre toute attente, Thésée revient des morts, entre guillemets, il n'était pas mort, c'était une fausse rumeur. Et quand il apprend qu'il se passe des choses bizarres chez lui, il voit Phèdre très perturbé par son retour. Il lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Et Phèdre, plutôt que d'avouer son péché, son crime, va mettre tout l'odieux sur les épaules d'Hippolyte. Il va dire, c'est ton fils, Thésée, qui m'a fait des avances déplacées. Et là, colère immense de Thésée qui pense que son fils est un dégénéré et qui décide de l'envoyer à sa mort, ni plus ni moins, parce qu'il y a un monstre qui menace d'attaquer la ville. Il envoie au combat à la tête des troupes, sachant très bien qu'il n'en reviendra pas. C'est parce qu'il n'ose pas tremper son épée dans son propre sang, mais il en veut à mort à son fils, qu'il considère comme un monstre d'avoir tenté de violer sa belle-mère. Or, rien n'est plus faux. Hippolyte est pur et il n'aurait jamais commis un truc pareil. Et même s'il essaie de se défendre auprès de son père ne veut pas l'entendre. Et il va arriver ce qui doit arriver. Hippolyte meurt au combat. On va rapporter cette mort à Thésée au moment où il apprend que ce n'était pas lui le coupable, au moment où il apprend qu'en fait, c'était Phèdre et qu'il a condamné son fils à la mort inutilement. Quand le monstre, le véritable monstre, c'était Phèdre, en fait. Et Phèdre lui avoue tout ça et lui dit, bon, ben, je vais aller me pendre. Là. Oui, bon, ben, faites. Il s'en fout de la mort de Phèdre rendu là. Il est juste catastrophé par l'idée qu'il est responsable de la mort d'Hippolyte. Alors, tout va mal dans cette pièce. Tout est accablant, tout est lourd, c'est étouffant. Mais en même temps, c'est tellement sublime dans l'expression. Il y a des morceaux de bravoure dans les dialogues des uns et des autres qui vous arrachent des larmes à coup sûr. Moi, j'ai vu la pièce à plusieurs reprises, puis je suis encore bouleversé à chaque fois. Il y a des histoires parallèles. Il y a cette histoire d'amour entre Aricie et Hippolyte qui nous donne l'espoir que peut-être le bonheur est possible, mais non. Chez Racine, le bonheur n'est jamais possible. Et finalement, tout aboutit au drame, à la tragédie la plus sanglante. Alors, ça vaut le détour à Phèdre, même si je vous ai gâché un peu le punch. C'est quand même une pièce monumentale. Après avoir abandonné le théâtre,
il va encore commettre d'autres pièces, 2 pièces encore, c'est-à-dire que vous savez qu'après Phèdre, il va être recruté comme historiographe du roi, je l'ai évoqué plus tôt, et travailler donc à écrire la biographie de Louis XIV et du siècle, en quelque sorte, l'histoire du siècle. Et bien, il va être à un moment donné sollicité par la maîtresse du roi, Madame de Maintenon, qui devient sa femme secrètement, éventuellement, et qui est très soucieuse de religion, très préoccupée donc par des questions de foi, et qui commande l'écriture de pièces bibliques. Alors, Esther et Athalie sont des pièces de théâtre bibliques religieuses, donc pour faire plaisir à Madame de Maintenon et pour servir à l'école de Saint-Cyr, dont elle préside aux destinées. Ce sont des jeunes filles, c'est une école de jeunes filles, et on veut faire jouer des pièces d'une vertu irréprochable à ces jeunes demoiselles. Donc, Esther et Athalie sont nées de cette volonté et à la demande pressante de Madame de Maintenon. Et on ne dit pas non à la femme du roi, à la favorite du roi. On ne pouvait pas s'excuser ou s'extraire d'une telle responsabilité. Ce n'est pas de gaieté de cœur que Racine revient au théâtre. Il avait mis une croix là-dessus, mais il sait que c'est destiné à une diffusion limitée. Ça va être joué par des jeunes dans un contexte scolaire, donc ça ne l'angoisse pas trop. Voilà. Il obtint néanmoins de grands succès avec ça, public. Alors, c'est un théâtre, celui de Racine, de la fatalité. Je l'ai dit déjà et j'insiste là-dessus. On sait comment le fatum, la fatalité chez les Grecs, joue un rôle déterminant dans le théâtre antique. C'est la même chose chez Racine, qui s'est copieusement inspiré de celui-ci, du théâtre d'Euripide notamment, où les dieux ne cessent donc de se profiler derrière les protagonistes, d'en faire les tristes victimes de leur volonté, de leur jeu cruel. Vraiment, on les torture. Et je me souviens que dans la représentation de Phèdre à laquelle j'avais assisté, c'était la mise en scène d'Anne Delbé en 1996 à la Comédie Française. Il y avait sur la scène, en arrière-plan, une machine de torture. Alors, une machine à torturer qui symbolisait à quel point les dieux s'emploient à torturer les mortels, les pauvres mortels. Alors, ce symbolisme était évident partout dans le texte. Elle n'a fait que l'expliciter par ce choix de mise en scène qui surprend dans un monde qui représente la cour, où les gens sont costumés à la manière de la cour, d'avoir un instrument de torture comme ça en arrière-plan, ça faisait bizarre. Ajoutez à ça qu'il y avait un triangle inversé, pyramide inversée qui descendait du plafond et qui menaçait de tomber sur les personnages pour figurer cette épée de Damoclès qui pend au-dessus de leur tête et qui représente le destin. Là. Tôt ou tard, cette épée va s'abattre sur vos têtes. Tôt ou tard, vous allez mourir tous et vous allez souffrir tous. Alors, c'est ce théâtre de la fatalité, donc, où les moindres fautes sont sévèrement punies. Parce qu'il y a toujours faute quand même. C'est toujours du fait d'une erreur, d'une faiblesse que l'histoire commence. L'histoire d'Iphigénie, c'est parce que les Grecs ont offensé, je pense que c'est Diane, Artémis, et c'est elle qui refuse de laisser les vents souffler et de permettre à l'expédition de s'en aller. Il suffit qu'on dise un mot de travers, les dieux s'offusquent et nous punissent très, très sévèrement. Pour Hippolyte, c'est qu'il a dédaigné Aphrodite, alors que c'est impensable. Aphrodite doit faire l'objet d'un culte, d'une vénération. Lui, ce n'est pas son truc, Aphrodite. Alors, la punition va être démesurée, épouvantable. Insinuer un sentiment amoureux chez Phèdre, c'est le début d'une mécanique implacable qui va mener au malheur de tout le monde. Alors, les moindres fautes sont sévèrement punies. Vraiment, et il va s'attarder à ça dans la préface de Phèdre. Racine, il va réfléchir là-dessus, au poids de la fatalité. Et on peut imaginer que son éducation janséniste a partie liée avec ça, c'est-à-dire qu'elle a eu une influence, une incidence. Vous savez, l'importance de la prédestination chez les jansénistes, la question de la grâce, de ces enjeux, et on pense à raison que ça a pu influencer effectivement son écriture. Vous avez des créatures. C'est un théâtre où donc des créatures
sont épiés par un Dieu caché qui ne pardonne rien et dont les décrets sont incompréhensibles. Parce que la plupart du temps, on ne comprend pas d'où vient la colère des dieux. Et on ne comprend pas pourquoi ils décident que ça doit finir dans le sang et la violence. On ne comprend pas l'intérêt, en quoi ça sert les dieux, quelle sorte de monstres orgueilleux ils sont, parce que du moment on les froisse un peu, qu'on les offense, ils vont exercer sur vous une vengeance sanguinaire sur vous et vos proches et vos descendants s'il le faut. C'est démesuré. Et franchement, de la part de Dieu, indigne. Ils n'ont pas mieux à faire, les dieux, que de se venger sur des pauvres mortels qui sont incapables de rien faire devant eux. Repensons à Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Les dieux n'ont aucun mérite d'affliger les mortels. C'est facile pour eux. Et on s'étonne, on comprend pourquoi, on ne comprend pas pourquoi ils ne pardonnent rien à ce point. Alors, encore là, c'est quelque chose d'un peu qui sent un peu le jansénisme, comme cette idée que la vie intérieure est marquée par la notion de culpabilité, par l'aspiration à une vertu ou à un bien qui est toujours hors de portée de l'atteinte. Il y a cette idée très importante de la vertu et de la culpabilité chez les jansénistes qu'on retrouve très nettement dans les pièces de Corneille, pas de Corneille, de Racine. On se sent coupable beaucoup dans ces pièces. On culpabilise de son amour. On culpabilise de son amour pour Hippolyte. Aricie culpabilise de son amour pour Hippolyte aussi, d'une certaine façon. Vous avez ce sentiment de culpabilité qui est exprimé par plusieurs personnages dans différents contextes, où l'amour est un péché, où l'amour, finalement, ne peut jamais être vécu librement, pleinement. Il y a toujours quelque chose qui l'entache, qui le compromet. Il y a toujours un sentiment qui vient le contrarier, finalement. Et qui le rend, qui le stigmatise. Et la plupart du temps, en fait même un péché, où l'homme est présenté comme déchu, misérable et promis, malgré lui, bien sûr, parce qu'il aspire au bonheur, comme tout le monde, il voudrait pouvoir vivre en paix. Il est voué à la damnation éternelle, il est promis au malheur et à la mort. Voilà, s'il n'a pas été élu. Et c'est ça l'enjeu ici, et c'est ce qui est la croyance des jansénistes, c'est que si on jouit de la faveur de Dieu et que Dieu a choisi de nous sauver, on aura une vie formidable. Mais sinon, on est voué, en ce bas monde, en tout cas, certainement à la damnation éternelle et au malheur, bien malgré nous. Ce qui importe au fond, c'est ce que se manifeste une transcendance, que ce soit la fatalité ou la providence, qui donne un sens, une signification aux événements tragiques. Les dieux ne sont alors chez Racine que des façons de désigner tout ce qui échappe à la compréhension de l'homme. On met sur le compte des dieux tout ce qui est incompréhensible, tout ce qui est inexplicable, tout ce qui nous arrive qui n'a pas d'allure. Puis on se dit, c'est la volonté des dieux, c'est comme ça. C'était notre destin. La fatalité a voulu qu'il faut s'en remettre à la providence. Il faut faire confiance au Seigneur. Il voit des choses que nous, on ne peut pas voir. Et il sait ce qui est bon pour nous, en fin de compte. Alors, c'est cette idée-là qui se dégage du théâtre de Racine. C'est aussi, le théâtre de Racine, un théâtre de la passion amoureuse. Je l'ai dit, c'est le motif le plus récurrent. Il n'y a pas une pièce, je pense, où il n'y a pas question d'amour à quelque part, sauf peut-être les plaideurs, mais même encore. Le théâtre de Racine assimile la fatalité, en fait, à la passion. Pour lui, c'est deux figures d'une même pièce. Passion, fatalité, ça va de pair. La passion mène toujours à rencontrer son destin, en quelque sorte. On est toujours pris d'un désir tyrannique qu'on voudrait pouvoir effacer, qu'on voudrait pouvoir étouffer, ce désir, mais qu'on ne saurait maîtriser. Il nous dépasse, il nous possède tout à fait. Et alors, il y a des histoires d'amour où Andromaque, par exemple, voudrait ne pas aimer, mais elle aime malgré elle. Et voilà, c'est ce qui fait son malheur d'une certaine façon. Vous avez présence d'une force irrationnelle
plus puissante que la raison, la lucidité. Les personnages réfléchissent beaucoup. C'est un théâtre très psychologique. Ils font leur propre réflexion, puis ils se disent, mais ça n'a pas d'allure. Phèdre est consciente de sa monstruosité. Phèdre est consciente que ça n'a pas d'allure d'aimer Hippolyte, mais elle ne peut rien. Elle ne peut rien contre cette force irrationnelle qui lui est finalement imposée par les dieux, par la volonté des dieux. Il y a toujours dans le théâtre de Racine une valeur absolue à laquelle tout doit être sacrifié. Chez Corneille, c'était l'honneur. Chez Racine, ça va être l'amour, bien sûr, la passion amoureuse. C'est aussi l'amour une véritable aliénation. C'est aussi quelque chose qui nous rend profondément malheureux. Il n'y a pas, hélas, dans le théâtre de Racine, d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour heureux, peut-être at large, c'est ce que nous dit le poète, mais chez Racine, c'est une véritable démonstration. L'amour ne peut nous conduire qu'au malheur, et c'est assez désespérant. Et c'est aliénant, parce qu'on ne se possède plus. On n'est plus maître de soi quand on est amoureux. On ne possède plus son cœur, ni sa volonté, et c'est assimilable, en fait, à une véritable maladie. Physiologique aussi bien que psychologique, là. On n'est pas bien. On a des tremblements, on a des sueurs, on a des déchirements, on a le cœur qui veut nous sortir de la poitrine, on n'est pas bien. Phèdre n'est pas heureuse de son amour pour Hippolyte. Là. Et même l'amour d'Hippolyte pour Aricie est profondément contrarié. Entre le délire et la folie, l'amour racinien n'a rien à voir avec l'amour cornélien, si on veut, qui avait une part de lumière, alors que l'amour chez Racine n'a que du noir, finalement, du négatif, que du funeste. Ça tourne toujours au tragique complet. Il est frappé d'interdit, cet amour. Il est parfois dans l'impossibilité de se satisfaire. Il se tourne alors aisément vers la haine ou vers la jalousie, qui sont deux autres avatars de l'amour finalement, parce que la haine n'est jamais très loin de l'amour et la jalousie lui est associée de façon inextricable. Donc, on va moduler des thèmes complémentaires. Amour appelle haine et la jalousie y invite aussi. Alors, vous voyez comment tout ça reste finalement très marqué par la passion amoureuse. Et à l'opposé de l'amour héroïque, donc et généreux d'un Corneille, le théâtre de Racine ne cesse de mettre en scène un désir, un éros meurtrier, aussi pathétique, pitoyable que terrifiant. C'est aussi, le théâtre de Racine, un théâtre de la cruauté. Il faut vraiment ne pas avoir aimé ces personnages pour leur avoir fait subir autant de déconvenues, autant de drames. On assiste à des conflits impitoyables. Ça me déchire le cœur quand je vois le brave Thésée, ce héros plus grand que nature, envoyer à sa mort son propre fils parce qu'il est convaincu que c'est un monstre, qu'il aime d'un amour coupable sa belle-mère. Alors, de voir comment Hippolyte essaie de raisonner son père, d'abord en disant, mais non, mais tu me connais, tu connais mon cœur, tu sais bien que je ne peux pas faire un truc comme ça, mais son père refuse de l'entendre, et de voir comment ce conflit impitoyable ne saurait être surmonté et de façon encore inexorable va conduire le héros à sa perte. Alors, c'est assez cruel comme traitement. Et Hippolyte ne méritait pas ça, ne méritait vraiment pas que son père le traite ainsi. Et ça va faire encore plus mal à Thésée quand il va le réaliser, qu'il a, de façon cruelle et injuste, condamné son propre fils à la mort. Affrontement d'une extrême dureté aussi. Il y a des combats sanglants, il y a des logomachies sanglantes aussi. En fait, on se dit des mots durs, des mots assassins, des mots terribles. C'est toujours vraiment intense. C'est jamais léger. Vous avez présence de perversions féroces, qui nous font sourire aujourd'hui parce que des amours incestueux entre une belle-mère et son beau-fils,
c'est pas ce qui nous fait le plus frémir, là. C'est pas la perversion la plus extraordinaire à nos yeux, mais pour eux, ce l'était. Il faut se remettre dans l'esprit de l'époque, et surtout chez les Grecs, encore plus qu'à l'époque de Racine, c'était absolument intolérable, le délit d'inceste. Perversion féroce. Vous avez aussi des meurtres et des crimes très nombreux. On ne présente pas des modèles de vertu chez Racine. On présente beaucoup de monstres comme Néron, par exemple, qui sont capables des pires atrocités, de commettre des crimes sans vergogne, sans remords. Et la fureur meurtrière est partout. C'est une psychologie quasiment pathologique qui multiplie les meurtres, les monstres, les égoïstes et qui valorise la dissimulation, la perfidie, la cruauté. Pas que le théâtre de Racine veut préconiser dissimulation, perfidie, cruauté, mais il veut l'illustrer, il veut la montrer, il veut exposer le sadisme pour le condamner aussi à travers ça. Et la même cruauté se retrouve dans l'ensemble de la production de Racine, conçue comme une espèce de machine infernale, donc destinée à broyer les êtres, mais aussi à broyer les cœurs. Alors, cette machine infernale, c'est un peu celle qu'il y avait sur la scène de Anne d'Albé dans sa mise en scène de Phèdre à la Comédie Française. C'était pour symboliser effectivement comment ce théâtre s'emploie à broyer les êtres et les cœurs. Vous avez aussi un certain nombre de contraintes esthétiques qui se révèlent de véritables instruments de torture. Alors, j'ai une illustration ici d'une scène de torture. Vous avez chez Racine un strict usage des règles d'unité. Alors, un respect strict des règles d'unité qui devient une torture parce que ce n'est pas facile, quand il y a beaucoup de choses à raconter, de nous faire croire que tout ça s'est passé en un jour. Alors, c'est pour Racine extrêmement exigeant. Il y parvient, mais ouf, c'est pas évident ces contraintes-là, d'avoir à composer avec autant de contraintes pour respecter la bienséance, le vraisemblable, l'unité de temps, de lieu, d'action. Vraiment, c'est aussi une torture pour l'écrivain d'essayer d'enfermer ses personnages dans un lieu unique. Qui devient une espèce de prison pour ceux-là, qui sont pressés par le temps restreint qui lui est imparti à lui, mais qu'il doit aussi donc limiter pour ces personnages. Ils doivent agir, sont condamnés à agir à l'intérieur de ça parce qu'il doit y avoir action, mais aussi unité, l'action. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas multiplier les rebondissements. Et les personnages sont acculés à la tragédie. Chaque pièce renouvelle cette espèce d'impitoyable huis clos avec, dès la première scène, une décision insolite, urgente, une démarche qui va déstabiliser la situation, qui était en équilibre précaire déjà, mais qui noue l'intrigue assez rapidement. Un rapide mouvement va s'installer entre les protagonistes qui va les mener à leur perte. Un mot fatal, échappé ou un silence funeste va tout faire basculer et les malheurs vont s'enchaîner jusqu'à ce que s'ensuive la mort inexorable, irrémédiable ou la solitude encore pour certains. Alors, au terme de la pièce, ce qui se joue devant le spectateur, ce qui s'est joué devant le spectateur, c'est le drame de la condition humaine qu'une vision tragique du monde place sous le signe du mal et de la douleur. Alors, j'enchaîne avec la partie suivante parce que je vois le temps qui court et on change de perspective. On est toujours dans les jardins du Luxembourg, toujours du côté de ce palais et pas du Sénat. Et vous avez ces fameuses statues dont j'ai parlé, là, qui sont très, très jolies. Vous avez des statues de reine de France, entre autres, là, un peu plus loin, Marguerite de Navarre. Au hasard de mes promenades, des fois, je tombais sur une statue et je m'étonnais de dire « Ah, wow, c'est une statue de Marguerite de Navarre. Je ne savais pas qu'elle était là. » Et il y en a tout plein de magnifiques. Alors, ça vaut le détour. C'est de ce côté-là. Quand vous êtes, le château est derrière vous, c'est à votre droite. Donc, il faut aller pour voir ces photos, ces statues. De l'autre côté, il y a la fontaine de Médicis qui vaut le détour aussi, qui est vraiment très, très jolie. Alors, voilà, deuxième partie consacrée au théâtre de cour. On commence par dire qu'il existe une étroite symbiose entre les tragédies de Racine et la cour de Louis XIV, qui explique
quelques caractéristiques essentielles d'un théâtre à la fois princier et cérémonieux. Il faut savoir qu'il y a un lien étroit qui va qui va se créer entre Louis XIV et Racine. Racine se sait estimé du roi et va s'employer à illustrer dans ses pièces un idéal de cour, de civilité qui plaît au roi et qui devient une espèce de modèle pour la conduite aussi d'une certaine façon. Alors, il existe cette symbiose étroite qui fait aussi qu'on va représenter des histoires, des intrigues amoureuses qui ne sont pas sans rappeler des histoires qui ont lieu, en fait, qui se déroulent dans le contexte curial, justement, autour de Louis XIV. Alors, il y a des allusions à travers ça qui nous échappent aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas le détail des aventures des uns et des autres, mais des fois, il y a des petits clins d'œil à des histoires sulfureuses, à des relations qu'on prête aux uns et aux autres. Alors, il y a des choses qui se trament, qui ont en partie été étudiées par les historiens, mais il y a beaucoup de détails anecdotiques qui peuvent nous échapper. Ce qu'on sait, en tout cas, et c'est ce qu'on va employer à détailler ici, c'est que ce théâtre de cour s'ordonne comme un véritable rituel. Alors, vous avez des acteurs qui, dans les pièces de l'époque, en tout cas, aujourd'hui, on fait des choix différents, mais dans les pièces de l'époque, on portait le costume de cour. Les gens, quand bien même la pièce se situait dans la Grèce antique, quand bien même on était avec Agamemnon et Iphigénie sur le bord de l'eau, du rivage, les gens étaient habillés en costume de cour, avec chapeau, robe de circonstance et tout. Donc, aucun souci de respect de l'histoire. Là, l'adaptation fait un peu défaut, mais c'est délibéré. On aurait pu, bien sûr, on connaissait les représentations de l'époque. On avait des gravures qui reproduisaient des œuvres anciennes. On avait des sculptures qui nous montraient que les Grecs portaient la tunique, la toge. On savait bien que les gens ne s'habillaient pas comme ça, mais c'est un choix délibéré de faire porter aux acteurs le costume de cour pour qu'il y ait une identification plus grande, pour que les gens se retrouvent dans cette représentation-là. On se sent beaucoup plus concerné quand, bien sûr, on se voit sur la scène. Alors, les acteurs portent le costume de cour, ils parlent, bougent en respectant les règles de l'étiquette, de la bienséance, les usages de l'entourage royal. Et c'est en ce sens qu'ils font un peu usage, en fait, ils font office de modèle, d'exemple, puisque dans leur façon de se porter, ils sont d'une galanterie impeccable. Ils ont une façon de se dire des choses, parfois des mots assassins, mais ils le font avec une élégance indéniable. Et leur langue est celle de la cour. Il ne s'agit pas de parler à la manière des anciens, de parler comme les Grecs, de parler comme dans le théâtre d'Euripide ou de Sophocle. Leur langue est celle de la cour, pour une bonne part, de son vocabulaire, de ses tournures, du bon usage, finalement, qu'on veut préconiser et auquel Racine a contribué parce que toute l'esthétique classique s'est figée, s'est cristallisée autour de cet idéal de pureté qu'on retrouve chez Racine. Ils ont ce grand air du monde, les personnages de Racine. C'était, selon le mot de Saint-Simon, mémorialiste et lui-même noble, qui faisait partie de la classe aristocratique, qui reconnaissait donc ce génie particulier des personnages de Racine à reproduire ce grand air du monde, cette distinction particulière. Donc, alors, ce sont des caractéristiques qui contribuent donc à ordonner la représentation comme un véritable rituel. Ce théâtre de cour représente donc le théâtre de la cour. Alors, c'est une espèce de mise en abîme où chacun finit par se projeter, se reconnaître ou reconnaître les autres avec ses splendeurs et ses misères, parce qu'il y a des bons côtés à la vie de cour. Ce n'est pas vrai que tout tourne toujours au vinaigre. Ces héros en sont des rois,
des princes. Le théâtre de Racine ne représente pas le petit peuple, il représente des gens au destin qui sont appelés un destin singulier au-dessus de la mêlée. Alors, ce sont toujours des rois, des princes, des grands, parfois aussi des courtisans autour d'eux, bien sûr, avec leurs intérêts, leurs passions, leurs intrigues. Et les préoccupations majeures de tout un chacun sont liées à l'amour, bien sûr, mais aussi à la politique. Il y a des conflits, il y a des drames qu'on retrouve qui sont associés à des enjeux politiques, même si Racine a essayé de ne pas trop se mêler de ça parce qu'il ne voulait pas donner l'impression de faire la morale au roi ou de lui dicter sa conduite, de lui dire comment il devait régner. Ça aurait été propre à le froisser. Mais c'est certain qu'il y a des préoccupations politiques. Comment être un bon souverain, comment être magnanime, comment se comporter de façon adéquate dans telle ou telle circonstance. Ce sont des questions qui se posent et qui habitaient Louis XIV lui-même, qui s'interrogeait là-dessus et qui aimait bien voir représenter sur scène les enjeux qui le préoccupaient. Lui-même tenait à être un roi exemplaire. Alors, comment se conduit un souverain exemplaire? Ce sont des questions qui sont soulevées au passage par le théâtre de Racine. Les valeurs sont celles du sang, bien sûr, les valeurs de l'aristocratie, de la noblesse, de la gloire, du paraître, de la parade plutôt que de l'être. Et c'est tout à fait conséquent dans un milieu curial. L'expérience du poète, sa lucidité, sa participation à la vie de cour le sert beaucoup là-dedans. Il est constamment entouré de courtisans, il connaît tout le monde, tout le gratin. Ça lui donne un aperçu là, vraiment avantageux sur la vie de cour qu'il s'emploie à reproduire après ça avec beaucoup de précision et d'autant plus précision qu'il en fait partie de cette vie de cour d'une certaine façon. Alors, son pessimisme janséniste, pourrait-on dire, lui fait porter un regard aigu, critique, sévère sur le monde, mais qui était tout en contraste. Ce n'est pas que noir. Il y a quand même des nuances, là. Oui, c'est vrai que c'est tragique, mais il y a à l'occasion un espoir qui pointe que le bonheur est possible néanmoins, même si la réponse, la plupart du temps, c'est non. Il y a quand même des nuances dans cette peinture, cette représentation de la cour. Si on peut dire que la tragédie cornélienne se démarquait par le fait qu'elle unissait action et rhétorique. Alors, c'était des morceaux de bravoure rhétorique et il y a beaucoup de compositions là-dedans, beaucoup de figures, beaucoup de postures, mais il y avait quelque chose d'éminemment dynamique et c'était donc lié à l'action. Celle de Racine vont parvenir plutôt à un équilibre entre drame et lyrisme, une étroite association entre drame et lyrisme finalement. Il y a quelque chose de moins dynamique, c'est plus statique. Et on s'étonne quand on va voir une pièce de Racine de voir que les personnages se déplacent assez peu, somme toute, par rapport au théâtre de Racine qui est fait de Corneille, plutôt qui était fait de mouvements, beaucoup de déplacements, beaucoup de changements de scène. Il y a quelque chose de très statique. Et quand j'ai vu la représentation d'Anne Delbé, la mise en scène d'Anne Delbé de Phèdre, j'étais frappé par le fait que les personnages semblaient avoir les pieds coulés dans le béton. Ils déclamaient leurs vers sans se déplacer, sans bouger même, comme si vraiment le ciment avait pris autour d'eux. Là. Et il y a quelque chose là d'une posture lyrique où finalement l'important, c'est le chant des vers, la mélodie de la poésie, plutôt que l'action, les déplacements et les effets rhétoriques finalement. On retrouve chez Racine des procédés littéraires très nombreux. Il y a des inversions partout, des personnifications, des anaphores très nombreuses, des exclamations, des apostrophes. Vous avez des métaphores, tout un lexique noble fait de termes abstraits aussi à l'occasion. C'est vrai que c'est clair, mais il y a quand même des termes abstraits aussi pour désigner les passions, même des emprunts au latin. Mais il est remarquable que la langue
s'interdisent des effets trop nombreux ou trop voyants, ce qu'on retrouvait cependant chez Corneille. Il y avait des effets tape à l'œil, alors que des mots simples chez Racine réussissent tout aussi bien à nous faire rêver, à nous embarquer dans des histoires très diverses. Alors, c'est quand même un exploit formidable qu'avec 1800, 1700, 1800 mots de vocabulaire, on a pu raconter autant d'histoires, de péripéties diverses et y mêler toutes ces figures que j'évoquais. C'est un tour de force phénoménal. On en revient à Phèdre un petit peu. Alors, je veux vous présenter cette image parce que c'est tiré justement de cette mise en scène dont je parle depuis tout à l'heure, celle d'Anne Delbé en 96, à laquelle j'ai assisté avec ma conjointe. On était ensemble à Paris à ce moment-là. Elle était venue me rejoindre. Vous avez ces costumes qui étaient portés par les comédiens dans cette représentation, et c'était les costumes de cour. Alors, ce n'est pas les costumes vraiment de l'Antiquité, ils sont plutôt inspirés de l'époque classique. Alors, c'était un choix délibéré d'Anne Delbé de se tourner vers cette représentation plus conforme à ce qu'on faisait à l'époque de Racine. Mais d'autres metteurs en scène ont fait des choix différents. Ils vont représenter, au contraire, des costumes inspirés de la Grèce antique. Mais ce choix était intéressant avec cette fameuse pyramide inversée dont je vous parlais, qui semble être cette épée de Damoclès qui pend sur leur tête. Alors, c'est, on l'a dit, le grand chef-d'œuvre de Racine. C'est monté, je vous le rappelle, en 1677, en s'inspirant principalement de l'Hippolyte d'Euripide et aussi de la Phèdre de Sénèque. Racine, à ce moment-là, est au sommet de sa gloire et va faire représenter sa tragédie en 5 actes, donc dédiés à Phèdre et Hippolyte, parce que le titre complet, c'est Phèdre et Hippolyte, mais le plus souvent aujourd'hui, on les dit sous le titre seul de Phèdre, parce que c'est vraiment autour de Phèdre que se cristallise l'action. La pièce va être victime d'une cabale, et c'est à cause de cette cabale, de cette polémique qui est déclenchée autour de Phèdre que Racine va renoncer au théâtre, en fin de compte. Oui, il y a ce contrat d'historiographe qui va jouer, qui va peser dans la balance, mais Racine est fatigué des critiques, est fatigué des querelles qui suivent invariablement, finalement, ces pièces à cette époque-là, et il préfère encore se retirer. C'est une méditation, cette pièce, sur la fatalité, comme la plupart des pièces de Racine. Phèdre n'est pas tout à fait coupable, ni tout à fait innocente, comme la plupart des personnages des pièces précédentes. Elle accuse, comme chez Sénèque, Hippolyte de l'avoir violée, on l'a dit. Hippolyte est présenté comme un être parfait, vertueux, qui ne mérite pas son sort, qui ne mérite certainement pas d'être envoyé à sa mort par son père. Et c'est la pièce classique par excellence qui, 329 ans plus tard, et même davantage, là, quand j'avais écrit ça, c'était en quelle année, je ne me souviens plus trop, mais faites le calcul. C'est encore la pièce classique par excellence. Si on a une pièce classique à voir, que ce soit Phèdre, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et en 2003, Patrice Chéreau avait présenté à l'Odéon une mise en scène audacieuse à laquelle j'avais convié les étudiants à assister dans sa version captation vidéo et que je vais essayer de partager avec vous dans les prochains jours, si je peux m'assurer d'avoir les droits avec la bibliothèque, parce que je ne peux pas diffuser n'importe quoi, même un groupe restreint, il faut vérifier et valider donc auprès de la bibliothèque. Alors, si je réussis à avoir les droits, je vais la rendre disponible et vous pourrez au choix regarder Phèdre, le film consacré à Louis XIV, ou encore peut-être Molière. On va voir ce que je réussis à aller chercher là, comme autorisation. Si c'est possible, je pourrais partager avec vous les trois et je vous invite à aller voir, en tout cas de ce côté, il y a des choses intéressantes à regarder. Alors, on passe outre parce que je pourrais m'étendre longuement sur Phèdre et vous en parler pendant des heures, mais je pense que ça sera plus profitable si je vous envoie voir la pièce ou la lire, ou je vous invite à la lire. Ça fait partie des lectures que vous avez au programme. Alors, ça pourrait être intéressant de discuter autour de ça. Si on le fait sur Panopto, l'intérêt, c'est qu'on pourrait chatter, utiliser l'outil et discuter, et poser des questions, et je pourrais y répondre ponctuellement. Même si ce n'est pas en direct, ça peut être en différé. Je peux revenir et répondre à vos questions par après, ne serait-ce qu'au cours suivant, si je n'ai pas eu le temps d'interagir avec vous pendant la représentation. Alors, où est-ce qu'on est en ce moment, d'après vous?
On est à l'Académie française, imaginez-vous donc. Ce n'est pas l'image la plus jolie, mais c'est un lieu important. Et ça va être le théâtre, en fait, de la querelle des anciens et des modernes, et c'est notre dernier point. Alors, ce n'est pas pour rien qu'on s'y déplace. Ces fameux fauteuils n'étaient pas installés à l'origine. Quand l'Académie commence à se réunir, c'est des chaises dont doivent se contenter les académiciens, mais Louis XIV va finir par leur fournir des fauteuils et ça va devenir emblématique de l'académicien là, qui s'endort pendant la lecture des textes des uns des autres. Là. Ce sont souvent des vieux monsieur un peu fatigués qui prennent des siestes pendant les séances sur ces fauteuils. Alors, ils ont été remplacés depuis. Vous voyez, ceux-là avaient beaucoup vécu. Ce n'est pas ceux d'époque, ce n'est pas ceux du 17e siècle. Ils ont été remplacés à travers l'histoire, mais ça symbolise beaucoup, finalement, c'est emblématique certainement de l'Académie. Et c'est là que se déroule finalement notre histoire. C'est une autre perspective de cette Académie française qui va mettre en vedette Charles Perrault, qui est en quelque sorte l'instigateur de la querelle des anciens et des modernes. Alors, vous avez vu passer Perrault rapidement dans les cours précédents. On a rappelé qu'il était l'auteur de contes, notamment. On n'a pas beaucoup parlé du reste de son œuvre, et notamment du poème qu'il consacre au siècle de Louis, qu'il compare favorablement, avantageusement au siècle d'Auguste, pour dire que le siècle de Louis, finalement, n'a rien à envier véritablement au siècle de l'empereur Auguste, qui est considéré par tout le monde comme vraiment un monument de l'histoire. Et il a beau jeu de dire ça et de s'attirer par le fait les faveurs du roi, qui aime bien qu'on compare avantageusement comme ça au plus grand souverain de l'histoire. Mais ça va être au cœur d'une querelle, vraiment d'une foire d'empoigne entre les écrivains de l'époque qui, pour certains, vénèrent les anciens jusqu'à dire non, non, Louis XIV est grand, mais c'est quand même pas Auguste, là. Ils sont presque prêts à déplaire à Louis XIV pour être en accord avec leurs principes et leurs convictions profondes qu'on ne peut pas faire mieux que les anciens, que notre époque, l'époque contemporaine en tout cas, n'est qu'une version abâtardie de ces moments de gloire et que c'était une époque grandiose, révolue, à présent révolue. Et donc, cette querelle n'est pas tout à fait neuve. Dans les faits, elle ne fait que reprendre en les radicalisant de vieilles oppositions entre des enjeux comme imitation et innovation. Si vous avez suivi mon cours de création littéraire, vous savez qu'on parle au départ de ces conceptions rivales entre l'imitation, la mimésis et la poésis, qui serait conçue comme une création pure. Alors, il y a des gens déjà dans l'Antiquité qui se disent, ben oui, on ne peut fonctionner que par imitation, c'est la seule voie de création viable, possible, souhaitable, et d'autres qui disent non, on peut aussi innover, on peut faire du neuf. Et c'est une vieille querelle qui remonte aux origines de la littérature déjà, qui est assez vieille, mais qui reprend avec beaucoup de vivacité. Et son intensité témoigne du fait que le classicisme, à cette époque-là, est ébranlé profondément et qu'on cherche de nouvelles solutions. Il commence à s'essouffler, le classicisme, déjà, vers la fin du 17e siècle, et on cherche des nouvelles solutions pour la création. Est-ce qu'on doit toujours reprendre forcément le théâtre d'Aristophane, de Ménandre, d'Euripide, de Sophocle, ou est-ce qu'on ne pourrait pas se permettre des fois d'inventer des histoires inédites? Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait une source? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas raconter une histoire qui n'a pas de source, qu'on aurait créée de toutes pièces? C'est quoi l'obsession de vouloir toujours imiter les anciens, sous prétexte qu'on ne peut pas faire mieux qu'eux, finalement? C'est se condamner à la médiocrité, à la redite, à la redondance. Et Charles Perrault fait partie, et ça pourra étonner certains, du camp des modernes. Lui, il est convaincu qu'effectivement, on peut faire mieux que les anciens. Et ça pose la question du progrès. Est-ce que le progrès existe en art? Est-ce que c'est possible de créer du neuf? Est-ce que c'est possible pour l'art d'évoluer? Et pour certains, comme La Bruyère, La Fontaine, Boileau, la réponse sera non, très clairement. Le progrès n'est pas possible en art. On ne peut pas faire mieux que les anciens. Mais pour d'autres, et d'abord pour Perrault, chef de file du mouvement des modernes, il reste encore beaucoup de choses à explorer, à trouver, à améliorer, ce qui, ce qui donne aux modernes un avantage finalement sur leurs prédécesseurs.
Alors, je vais représenter de façon un petit peu mièvre, et vous m'excuserez de la légèreté du ton, mais c'est la relâche et on peut bien se permettre d'être un peu plus léger et badin. Je vais représenter cette querelle comme un combat, comme un match de boxe finalement, où on va assister round après round aux différents coups qui sont échangés entre les deux camps. Alors, dans le coin gauche, on fait la cloche, les anciens, vous avez Jean de la Bruyère, Jean de La Fontaine, Nicolas Boileau, qui sont les chefs de file de ce mouvement. Ils ne sont pas les seuls, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui, comme Corneille, Pierre Corneille, qui vit encore là, au début de la querelle, sont du camp des anciens, mais bon, je pense qu'il meurt avant la fin de la querelle. Vous avez Molière aussi, qui ne jure que par l'imitation des anciens lui-même, qui pourrait être rallié à ce camp, mais les plus tonitruants, ceux qu'on entend le plus, ceux qui vont à l'Académie vraiment défendre le parti des anciens, c'est Jean de la Bruyère, Jean de La Fontaine, Nicolas Boileau, qui sont très attachés à l'imitation des anciens. Et de l'autre côté, dans le coin droit, vous avez, et c'est étonnant, le vieux Corneille, Thomas, le frère de Pierre, Charles Perrault, on l'avait déjà présenté, et Fontenelle, le centenaire de la littérature, vous savez, celui qui meurt à 99 ans, quelque part au milieu du 18e siècle, alors qu'il était né au milieu du 17e. Alors, ce camp des modernes, il est représenté par ces trois-là, surtout, qui se sont fait entendre plus que les autres, mais attention, il y en a d'autres qui se mêlent à ça aussi ponctuellement. Mais pour simplifier, on va opposer trois personnes à trois autres, trois anciens aux trois modernes dans ce match de boxe. Alors, il va falloir commencer par définir un petit peu quel est le parti des uns et des autres. Je vous rappelle que les anciens préconisent la stricte imitation des Grecs et des Latins. Pour eux, ce sont les seuls modèles valables. Et si Corneille, par exemple, s'était mêlé parfois de s'inspirer d'histoire espagnole et tout, on lui fait le reproche. Ce ne sont pas des sources aussi importantes, aussi intéressantes que les Grecs et les Latins. Alors, il faudrait vraiment se tourner vers les plus grands et pas imiter autre chose, même si on a vu des Racine imiter d'autres auteurs que Euripide, par exemple. Il reste qu'on préconise davantage l'imitation des Grecs et des Latins. On part du principe que l'Antiquité surpasse l'époque contemporaine. C'est une évidence pour les anciens. C'est impossible de rivaliser avec cet âge d'or de l'humanité. On avait atteint un sommet de civilisation qu'on ne pourra jamais égaler. Ils en ont une conviction profonde. À force de fréquenter les textes anciens, de lire les historiens, on se rend compte qu'on vit dans un monde qui est une forme abâtardie de cet héritage lointain et c'est une évidence pour eux. Donc, c'est un peu leur parti pris. De l'autre côté, dans le coin des modernes, vous avez cette idée qu'il faut préconiser l'invention et l'innovation plutôt que l'imitation. Il y a cette idée que la création périclite va s'abattardir si on continue à vouloir toujours recycler les mêmes histoires. On a intérêt à injecter du sang neuf, de l'ADN nouveau, en quelque sorte. Le concept n'existe pas, là. C'est anachronique, mais on veut renouveler un petit peu l'inspiration et pour ça, il faut faire preuve d'innovation, d'invention. Il faut se tourner ailleurs. Il faut se détourner des modèles du passé. Il faut regarder dans le siècle présent si on ne peut pas trouver dans l'actualité historique des récits propres à nous inspirer, des histoires inédites. Alors, on croit que la littérature évolue et peut s'améliorer avec le temps. Mais elle ne peut s'améliorer que si on y met du sien et si on y injecte quelque chose d'inédit. Sinon, ça va être toujours la même chose, la même recette. Et on en est profondément convaincu. Et c'est des partis pris très, très fortes, très forts. Ils sont convaincus de leur bon droit, les modernes, comme les anciens sont convaincus d'avoir raison. Et on assiste à des échanges, des fois très, très durs entre des collègues qui, par ailleurs, se respectaient avant ça,
qui vont en venir presque au point, et c'est à peine figuré, là. C'est devenu très houleux, ce débat, à un moment donné, parce qu'on va offusquer les sensibilités des uns et des autres, les croyances, les principes, là, leur rapport fondamental à l'art est ébranlé par cette querelle. Alors, on commence avec le premier round, et c'est représenté ici par l'image de ce côté, premier round, qui concerne le merveilleux chrétien. Il devient évident à un moment donné qu'à force de représenter des pièces qui mettent en scène les dieux grecs, on est en train de verser progressivement dans le paganisme. On pourrait croire, quand on assiste aux pièces de Racine, qu'effectivement, il n'y a pas de dieu chrétien, qu'il n'y a pas qu'un seul dieu. Il y a des dieux et plusieurs, et ce sont les dieux du panthéon grec. Et c'est un peu troublant parce que, bien sûr, Racine n'était pas païen, loin de là, mais on se dit, c'est vrai qu'à force de représenter dans les pièces, dans toutes les productions, et même les productions poétiques, de célébrer les dieux anciens, est-ce qu'on n'est pas en train de faire finalement la promotion du paganisme? Est-ce que ça ne pourrait pas amener des gens à se détourner de la foi chrétienne et à vouer un culte à Zeus, Jupiter, qui sait? Alors, pour contrer cette montée du paganisme qu'on observe en littérature et qui vient du fait qu'on imite fidèlement les textes des anciens qui n'avaient pas connu le Christ, on va vouloir introduire des thèmes chrétiens. On va vouloir raconter des miracles. Et ces miracles comportent souvent une bonne part de fantastique parce que, Jésus-Christ qui ressuscite Lazare, des choses comme ça, Jésus-Christ qui ressuscite lui-même, des gens qu'on torture mais qui ne sentent pas la douleur, qu'on brûle mais qui continuent de prier comme si rien n'était, ça relève un peu du fantastique chrétien, en tout cas du merveilleux chrétien. Et ça offusque, bien sûr, les gens qui considèrent que ce n'est pas vraisemblable. Le merveilleux chrétien, c'est bien beau, mais ce n'est pas vraisemblable. Il n'y a personne qui va faire admettre que ça respecte la règle de vraisemblance. Et ça coince un peu. Boileau va riposter dans l'art poétique, justement, en soulignant le caractère invraisemblable de tout ça. Alors, au départ, ça vient de l'idée qu'on va renouveler les thèmes et on va lutter contre le paganisme si on peut introduire des motifs chrétiens. Mais Boileau, du camp des anciens, dit non, ça ne marche pas, on ne peut pas faire ça. D'abord, ça manque à la règle de vraisemblance. Et ce ne sont pas des motifs dignes d'être représentés sur scène. Alors, au terme de ce premier round, voici le résultat. Moderne 1, ancien 1, les modernes ont marqué un point, mais les anciens aussi, en fin de compte, ont riposté grâce à Boileau. Et la situation est égale, en fin de compte, au terme de ce premier échange, de ce début de querelle. La querelle s'amorce à peine. On est au point d'égalité. Vous avez le round 2 qui se profile avec... pardon, monsieur, excusez-moi de vous interrompre. J'aurais juste une petite question avant qu'on embarque sur le round 2. Allez-y. Dans le fond, là, autrement dit, on a d'un côté des gens qui disent qu'il faut introduire des thèmes chrétiens, de l'autre, ceux qui veulent préserver un peu le paganisme antique. Donc, lequel est le moderne et lequel est l'ancien là-dedans? Ceux qui veulent introduire des motifs chrétiens, ce sont les modernes. Okay. Et ceux qui sont attachés au paganisme et représentation des dieux anciens, ce sont les anciens. C'est vrai que ça peut être mêlant, effectivement, là. Il faudrait préciser, et j'essaierai de le faire à chaque fois, là, qui dit quoi. Merci pour votre question. Alors, vous avez au deuxième round un débat sur les inscriptions. Alors, il y a une remise en question du recours au latin dans les inscriptions sur les monuments officiels. Et là, je précise d'emblée pour Philippe qu'il s'agit bien sûr d'un enjeu cher aux anciens qui, eux, valorisent la culture latine et qui disent qu'on devrait essayer de conserver ces inscriptions latines et le souvenir de la langue latine et continuer de l'enseigner, voire d'essayer de la faire revivre comme l'a entrepris
la Pléiade, pas la Pléiade, mais l'humanisme. L'humanisme a voulu faire renaître le latin, en faire une langue vivante. Alors, on pense que c'est important d'avoir recours au latin dans les inscriptions sur les monuments officiels. Alors, on a des statues équestres de Louis XIV où on a une plaque qui est apposée et au lieu d'être écrite en français, cette plaque rédigée en français, elle est en latin. Pourtant, Louis XIV ne parlait pas le latin. On ne parlait pas le latin en France communément à l'époque. D'où ça sort, cette idée-là? Ça sort d'un culte qui, aux yeux des modernes, est malsain, de la langue latine et des anciens, et ça n'a plus sa place. Alors, on se met du côté des modernes à remettre en cause ce recours au latin dans les inscriptions de monuments officiels. Au départ, c'est juste ça. Mais ça va déborder. Ça va être le recours au latin, puis aux traductions latines, puis aux sources latines éventuellement. Donc, vous voyez comment ça commence par un petit enjeu, mais qui menace de déborder. Et bien sûr, on comprend le danger chez les anciens et on va s'offusquer de la manœuvre, et on voit bien à quoi on veut en venir. Vous voulez nous détourner des modèles latins, et c'est inacceptable. Ils vont résister, mais finalement, c'est les modernes qui l'emportent sur cette question. Depuis ce temps, toutes les inscriptions qui ont été apposées à des statues sur des œuvres, des peintures ou des autres productions artistiques qui naguère étaient en latin, vont maintenant désormais être en français. Alors, c'est une éclatante victoire au deuxième round des modernes qui marque un point important et les anciens sentent le tapis glisser sous leurs pieds. Ça commence à être un peu difficile pour eux là, parce qu'ils l'ont remporté un peu trop facilement, finalement, cette bataille. On arrive au troisième round qui se joue autour de la question, finalement, de la lecture du poème de Perrault, dont je vous parlais tout à l'heure, ce poème consacré au siècle de Louis le Grand. Perrault va faire la lecture à l'Académie française, dans les lieux que j'évoquais tout à l'heure à travers la diapositive que j'ai présentée en ouverture de cette dernière partie. Il fait la lecture de son poème Le siècle de Louis le Grand, et c'est vécu comme des pointes acérées à ses adversaires. Il leur sert une leçon en leur disant que, selon lui, les modernes sont plus savants que les anciens. Alors, c'est extrêmement vexant pour le camp de La Fontaine et des autres anciens comme Boileau qui en prennent plein la gueule à travers cette présentation, mais qui ne trouvent pas à répondre sur le fait, spontanément, à cette lecture, surtout que c'est périlleux. On est en train de louer Louis XIV et de dire que son siècle est le plus grand. Allez donc dire le contraire. Allez donc publier quelque chose qui dit « Oh non, Louis XIV, c'est un bon roi, mais franchement, il n'arrive pas à la cheville d'Auguste. » Ce n'est pas très, très fin politiquement de prendre une pareille posture. On risque de déplaire souverainement au roi. Et personne n'ose se compromettre de façon trop flagrante sur cette question. On est obligé de dire, ben oui, le siècle de Louis le Grand est formidable. Oui, bravo, bravo. Mais en même temps, on n'en pense pas moins que celui d'Auguste était encore supérieur. Au terme de ce troisième round, donc, les modernes ont inscrit un point de plus au pointage et les anciens sont relégués à un seul point. On en arrive au quatrième round, qui se joue autour de la riposte des anciens cette fois. Ils sont épuisés d'en avoir plein la gueule. Et Boileau va écrire que Perrault tient des propos, finalement, on en vient aux insultes, dignes des sauvages Hurons. Ce n'est pas gentil pour les Hurons. Vous savez que la nation Wendat était appelée par les Français Hurons à l'époque. Le nom vient de là. Et c'était pas un terme flatteur. Et quand on dit sauvage et sauvage Huron ici, c'était vraiment pour dénigrer le camp de Perrault. Racine, La Bruyère et La Fontaine vont se solidariser de Boileau là-dedans. Alors, on retrouve Racine qui se mêle un petit peu à la querelle et qui dit non, vraiment, Perrault est allé trop loin. C'est une chose de louer le siècle de Louis XIV, de dire qu'il a fait de grandes choses, de grandes réalisations, mais il va trop loin dans sa volonté de se détourner des modèles anciens. Là, il déraille et il tient des propos complètement absurdes et irrecevables. Là-dessus, Perrault ne trouvera rien à répondre sur le champ. Et ça termine le quatrième round avec un point de plus au pointage du côté des anciens. Vous avez le cinquième round qui s'amorce cette fois autour d'une trêve. En 1694, Boileau va concéder
un certain nombre de points. L'idée que ce siècle est supérieur, non pas aux autres siècles pris ensemble. On ne peut pas dire que ce siècle-là bat tous les autres siècles, mais à chacun d'eux pris séparément, ce qui est une culbute rhétorique finalement pour faire une concession et pour acheter la paix. Alors, les esprits se calment, on arrête de se bouder, on arrête de s'invectiver pendant un certain temps et c'est quand même à l'avantage des modernes, en fin de compte, parce que cette concession qu'on arrache à Boileau, c'est un point de plus pour les modernes. Alors, on pourrait dire qu'au terme du 5e round, c'est maintenant 4-2 pour les anciens. On arrive au dernier round et c'est autour de la figure d'Homère, bien sûr, qui est le modèle par excellence chez les anciens. Les hostilités reprennent dans la période 1713-1714 à propos d'Homère. Doit-on adapter Homère au goût de l'époque? Alors, quand on représente Homère, est-ce qu'on peut le représenter, par exemple, comme le faisait Racine, avec des costumes de cour, avec des enjeux qui sont ceux du siècle? Est-ce qu'on peut parler de politique contemporaine plutôt que du fameux conflit troyen? Il y a d'autres choses à dire, finalement. Et on ne pourrait pas juste s'inspirer d'Homère, de l'anecdote, finalement, pour l'adapter à notre époque contemporaine. Alors, encore là, c'est vécu comme une aberration, un détournement. C'est une chose que de vouloir innover de toutes pièces, mais de vouloir travestir Homère, c'est intolérable, c'est inacceptable. Lâchez-le, faites ce que vous voulez, mais n'allez pas travestir Homère et l'acclimater à l'époque. C'est quelque chose d'inacceptable pour le camp des anciens. Et l'écrivain Fénelon va se mêler à la querelle à cette époque-là pour essayer de concilier les partis opposés, pour essayer de calmer les esprits parce que ça chauffe encore considérablement. Au final, il y a victoire des modernes par chaos technique. C'est finalement les modernes qui vont l'emporter sur les anciens. On l'avait vu se profiler à travers le score dans les derniers rounds. Et l'arbitrage de Fénelon sert à calmer le jeu un petit peu pour les anciens, mais leur défaite était écrite je veux dire, dès le début de la querelle, on savait qu'ils n'auraient pas le dessus. On voyait venir la montée en puissance des anciens. Et ce qui va arriver, c'est cette éclatante victoire des modernes qui va mener au triomphe de la philosophie des Lumières, en fin de compte, parce que le 18e siècle, dont on va parler au retour de la relâche, parce que c'est le dernier cours qu'on consacre au 17e siècle, c'est pour ça que je l'ai fait un peu dans la précipitation, là, je voulais boucler la boucle. Il y aurait eu bien des choses à dire encore sur le 17e siècle, mais à partir de la relâche, du retour de la relâche, on va parler que du 18e siècle. Le 18e siècle, c'est le siècle où triomphe donc la philosophie des Lumières qui confirme la victoire des modernes. Parce que qu'est-ce que vont faire les modernes? Pas les modernes, les Lumières, ils vont se détourner des modèles anciens. Ils vont encore pratiquer la lecture de ces textes-là. Ils vont encore fréquenter les historiens latins, les auteurs grecs, etc., s'en inspirer, mais pas de façon servile. Ils vont aussi créer de toutes pièces des textes qui n'ont aucune parenté, qui n'ont aucune filiation avec l'Antiquité, et sans rougir, sans s'excuser. Rousseau, Voltaire, Diderot créent des pièces, des textes inédits et n'ont pas de sentiment de culpabilité ou de compte à rendre à personne. Et c'est ça que va permettre la victoire des modernes, en fin de compte. Et c'est une occasion de renouveau pour la littérature qui, ma foi, s'est avérée éminemment bénéfique. Ça nous a donné une production neuve, originale, et c'est vrai qu'on avait le sentiment d'un certain épuisement de la littérature. Même si je suis très attaché au camp des anciens, j'aurais probablement été du côté des anciens à l'époque. Je dois reconnaître qu'ils ont eu raison, les modernes, de vouloir inviter au renouvellement des thèmes, des thèmes et des sources, en fin de compte. Et on va renoncer dès lors aux leçons de l'Antiquité. On n'a plus de leçons à prendre du passé, on peut très bien en prendre du présent, de l'époque contemporaine, et dans nos œuvres, aborder des sujets inédits. Et c'est ce renouvellement de la littérature extraordinaire auquel aboutit en fin de compte cette querelle qu'on va retenir comme déterminant. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. On retrouve notre palais dans la cour intérieure cette fois. Le palais du Luxembourg.
Et je vais me rendre disponible pour répondre à vos questions et vous donner des précisions sur les représentations que je vous propose en guise de cadeau à partir de demain. Ça sera certainement donc pour le premier film, 3 représentations à des heures différentes, mais je vais essayer d'ajouter Phèdre et aussi possiblement Molière si je réussis à avoir les droits de diffusion. Alors, je vous remercie beaucoup de votre participation, de votre présence aujourd'hui. J'arrête l'enregistrement ici et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, donc même heure, même poste.